Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur TypeScript. Aujourd'hui, on va parler des contraintes génériques. On avait vu dans la vidéo précédente le concept de générique. Et le problème qui peut se poser dans certains cas avec les génériques, c'est que justement, ils vont être trop génériques. Et donc, l'idée, ça va être de pouvoir imposer des contraintes sur ces génériques afin de réduire en quelque sorte la généricité du type. À nouveau, on va prendre tout de suite un exemple. Ça va être beaucoup plus parlant. On va créer plusieurs types, donc d'abord un type user avec un identifiant qui va être en nombre et une propriété username qui va être une chaîne de caractères. On va créer également un type produit avec pareil un identifiant qui va être un nombre et par exemple un prix qui va être également un nombre. Et comme dans la vidéo précédente, on va créer une classe générique pour créer donc des collections d'objets. Il va s'agir d'une classe générique, on va avoir un paramètre de type, un générique que l'on appelle T, et ici, on va avoir un constructeur avec un attribut data, qui va donc représenter notre collection, donc un tableau, et à l'intérieur de ce tableau, on aura des éléments de type T. On va également avoir une méthode de classe, une méthode findOne, qui va permettre de récupérer un élément en particulier dans la collection. Ici en paramètre, on va prendre un identifiant qui va être un nombre, et on va retourner un élément en particulier de la collection, donc un élément de type T. Ici, donc on va créer une variable pour récupérer l'élément. On va prendre notre tableau et on va utiliser la méthode find, qui est une méthode d'ordre supérieur sur les tableaux. On va itérer sur les différentes valeurs et on va aller chercher la valeur dont l'identifiant est égal à l'identifiant qui est passé en paramètre. Ensuite, eh bien, si on a récupéré un élément avec cet identifiant, eh bien, on va retourner cet élément. Autrement, ça veut dire que l'on n'a pas réussi à trouver d'élément dans le tableau avec cet identifiant, et donc on va ajouter une erreur en disant aucun élément avec cet identifiant au niveau du message d'erreur. Et vous voyez qu'ici, on a un problème. TypeScript nous dit la propriété ID n'existe pas dans le type T. Et c'est vrai qu'effectivement, ce type T, par définition, il s'agit d'un générique, et donc ça peut être n'importe quel type, ça pourrait être une chaîne de caractères, un nombre, ça pourrait être potentiellement n'importe quel type. TypeScript n'est pas du tout assuré qu'il puisse y avoir forcément une propriété ID sur notre type T. Et c'est là qu'interviennent les contraintes de générique. Donc ici, on peut ajouter une contrainte sur ce générique T. Pour ça, on utilise le mot-clé extends, et ici, on va dire que notre type T donc étend un objet qui aura par exemple une propriété ID qui sera un nombre. Et tout de suite, l'erreur disparaît, puisque en fait ce que l'on dit ici, c'est que notre type T est générique, mais il doit au moins avoir une propriété ID qui est un nombre. Donc notre type T est un sous-type de cet objet qui a une propriété ID qui est un nombre. Et tout de suite, dans ce cas, eh bien, il n'y a plus de problème. Alors ce que l'on pourrait même faire ici, c'est créer par exemple une interface asID, comme ceci, et ici avoir une propriété ID qui va être un nombre, et au lieu de mentionner l'objet directement ici, on pourrait dire que T étant asID. Et comme ça, on s'assure que notre générique, notre type générique, aura au moins cette propriété ID. Cette classe collection ne va fonctionner qu'avec des objets qui auront une propriété ID. Voilà pour le concept de contrainte sur les génériques. Alors on va voir tout de suite un deuxième exemple. Ici, on va créer un tableau
de catégories qui au départ va être un tableau vide et on va créer deux objets, donc un objet pour les catégories de films, et ici on pourrait dire humour avec 40 films, horreur avec 20 films et drame avec 10 films. Et ensuite on va créer pareil un autre objet pour les catégories cette fois-ci de musique. Donc on va dire rap 20, rock 30 et classique 10. Et maintenant on va créer une fonction générique qui va permettre d'ajouter les catégories au tableau. On crée notre paramètre de type, donc notre générique, que l'on appelle par convention T, et on va dire que notre fonction prend en paramètre un objet de type T. La fonction va retourner void, et ici ce que l'on va faire, tout simplement au niveau de l'implémentation, eh bien c'est boucler sur les clés des objets, et pour chaque clé, eh bien on va prendre le tableau de catégorie, et on va ajouter la clé au tableau. Et vous voyez qu'ici, on a un problème assez similaire à celui que l'on a vu précédemment. Le problème, c'est que le type générique T est trop générique. On l'a dit tout à l'heure, le type T peut prendre n'importe quel type, donc ça pourrait être une chaîne de caractères, un booléen, une fonction, n'importe quoi. Et donc TypeScript n'est pas assuré que ce type T ait les propriétés d'un objet et donc qu'il ait des clés sur lesquelles on puisse boucler. Et donc, comme tout à l'heure, la solution, ici, c'est d'ajouter une contrainte à notre générique, donc à notre type T, et dire que le type T va étendre le type object. Donc, dans ce cas, notre type générique T est un sous-type de objet, et donc notre type T est forcément quelque part un objet, et donc il a des clés sur lesquelles on peut boucler. Et tout de suite, l'erreur ici disparaît. On va pouvoir utiliser la fonction addCategories avec des types différents, mais il va falloir au moins que ces types soient des objets. Voilà pour un deuxième exemple. Maintenant, on va pouvoir parler d'un autre type qui va être très intéressant avec les génériques. Pour illustrer tout ça, on va d'abord commencer par créer un nouveau type, donc un alias, pour des objets livres avec différentes propriétés, l'ISBN qui va être un nombre, le titre qui va être une chaîne de caractères et le nombre de pages qui va être également un nombre. Ensuite, on va créer un objet, book1, qui va être de type livre. Et ici, on va avoir effectivement un objet avec les différentes propriétés. Et à chaque fois, on renseigne une valeur pour chaque propriété. Et donc la question que l'on pourrait se poser, c'est comment créer un type qui va permettre de lister les différentes clés d'un objet, ou ici en l'occurrence d'un type que l'on a défini, donc un alias. Ça pourrait être utile, notamment lorsque l'on va utiliser des fonctions comme celle-ci, où on va boucler sur les clés d'un objet. Alors pour ça, la première approche intuitive, ça serait de créer une union de type littéraux. Donc ici, on va créer un nouvel alias, que l'on va appeler donc bookkeys1. Et donc ici, ce que l'on pourrait faire, c'est lister les différentes clés de nos objets livres. On va créer une union de type littéraux, comme ceci. On en avait parlé dans la vidéo sur les types littéraux et les énumérateurs.
Et donc, dans ce cas, on a bien un type qui va permettre de lister les différentes clés de nos objets livres. Seulement, le problème, c'est que c'est pas forcément évident à chaque fois de devoir retaper correctement les différentes propriétés de nos objets livres. Et ici, il n'y a que peu de propriétés, donc ça va, mais sur des objets plus complexes, ça serait forcément plus délicat. Et puis en plus, si à l'avenir on décide de modifier notre type livre, en rajoutant par exemple une nouvelle propriété, et bien ici, à nouveau, dans le type qui va lister les différentes clés, eh bien on est obligé de rajouter dans cette union la nouvelle propriété. Donc on le voit, c'est problématique, et heureusement, il existe une solution par rapport à ça, avec l'utilisation d'un nouveau mot-clé, un nouvel opérateur. On va créer ici un nouvel alias, et on va utiliser l'opérateur keyOff. Tout de suite après cet opérateur, on peut renseigner un type, donc ici en l'occurrence notre alias livre. Ça fait exactement la même chose que au niveau de la ligne précédente. Donc grâce à cet opérateur, on va récupérer les différentes clés du type livre. Et donc ça va créer pareil une union de types littéraux avec les différentes clés du type livre. L'avantage ici, c'est que l'on n'a pas besoin de lister manuellement les différentes clés. Et en plus, eh bien, comme c'est directement lié au type livre, si on rajoute une clé, eh bien, automatiquement ici, on va récupérer cette nouvelle clé au niveau de notre alias bookkeys.to. Alors, ce que l'on pourrait faire, par exemple, dans le cas où on n'aurait pas forcément créé d'alias pour les livres, donc imaginez que l'on ait créé simplement l'objet littéral, sans annotation, on a laissé donc TypeScript inférer le type de cet objet, et on n'a aucun type livre qui a été explicitement défini. On pourrait dans ce cas donc créer un nouveau type ici. On va utiliser à nouveau l'opérateur keyOff, et on va utiliser ce que l'on avait vu également dans la vidéo précédente sur les génériques. On va utiliser à la suite le mot-clé typeOff, et donc on va récupérer le type de notre objet littéral book1. Donc c'est la même chose que précédemment, sauf que ici, on récupère d'abord ici le type qui correspond à notre objet littéral book1, donc à savoir ce type ici avec une propriété title qui est une chaîne de caractères, ISBN qui est un nombre, et pages qui est également un nombre. On récupère ce type à partir de cet objet littéral, et ensuite on récupère les clés de ce type. Et vous voyez qu'on obtient exactement le même résultat, à savoir une union avec différents types littéraux qui correspondent aux clés de notre objet book1. Et si on rajoute ici une nouvelle propriété, si on passe à nouveau ici au-dessus du type, eh bien vous voyez que la clé a bien été rajoutée dans l'union de types littéraux. Voilà un opérateur intéressant que l'on va pouvoir utiliser au sein des fonctions et qui va particulièrement bien s'accommoder avec l'idée de contraintes sur les génériques. On va voir ça tout de suite dans un exemple. On va commencer par enlever le commentaire ici et recréer notre type livre, et on va créer une fonction générique qui va simplement permettre d'inverser l'ordre de la chaîne de caractères qui va correspondre aux clés de nos objets livres. C'est une fonction qui ne sert pas à grand chose, mais c'est pour l'exemple. Donc regardez bien ce qui va se passer ici, ça peut être assez compliqué au début lorsqu'on voit ce genre de syntaxe pour la première fois. On va créer une fonction qui va être générique, et ici on va utiliser un paramètre de type générique. Comme on va plutôt lister des clés, eh bien au lieu d'utiliser la lettre majuscule T comme on le fait d'habitude pour les génériques, on va plutôt dans ce cas utiliser la lettre majuscule K. Donc on a défini notre paramètre de type, notre générique K,
Et ici, on va rajouter une contrainte sur ce générique. Et on va dire que donc notre type K va étendre les clés du type livre. On a défini notre générique avec une contrainte, et donc notre générique va être obligatoirement l'une des clés présentes dans notre type livre. Ici, on va avoir donc la fonction avec le paramètre ici qui va être de type K. Et ensuite, au niveau de l'implémentation, eh bien, on va prendre la clé, on va transformer la chaîne de caractères en un tableau. Ensuite, on va inverser l'ordre des éléments du tableau. Et ensuite, on va à nouveau recréer une chaîne de caractères à partir du tableau. Et donc, si on essaye d'utiliser notre fonction, dès que l'on ouvre les guillemets ici, vous voyez que TypeScript nous propose directement les différentes valeurs possibles, à savoir les clés de notre type livre. Donc ISBN, Pages ou Title. Tout simplement parce que notre générique ici, K, étend les clés du type livre. Et donc pareil que tout à l'heure, on pourrait ici, au lieu d'utiliser directement le type, donc l'alias que l'on a défini, on pourrait même donc, utiliser le mot-clé typeof et ici renseigner l'objet littéral comme ceci. Et on obtiendrait exactement le même résultat ici au niveau des propositions, à la différence que ici, dans notre objet book1, on avait rajouté la clé auteur. Et donc pour que vous voyez bien que effectivement ça permet de suivre à la trace les clés d'un objet, si on remet ici book directement, on se retrouve à nouveau avec ISBN, Pages et Title, et si on rajoute ici la clé auteur, et bien ici, lorsque l'on va essayer d'utiliser la fonction, on a à nouveau auteur qui apparaît dans la liste. C'est une syntaxe qui est un peu compliquée, mais très vite on s'y habitue. Lorsque on a compris vraiment une première fois à quoi servait ce mot-clé key off, c'est-à-dire à récupérer la liste des clés d'un objet, eh bien on comprend bien que ce générique K va étendre cette liste de clés, et donc il va falloir obligatoirement que l'on renseigne ici un type littéral, donc qui va être parmi les clés de nos objets, ici en l'occurrence de livre. Voilà pour un cas d'utilisation. Alors, on va voir maintenant tout de suite un autre exemple plus compliqué, où cette fois-ci, on va utiliser deux génériques en même temps. Alors, pour illustrer tout ça, on va d'abord commencer par créer un nouveau type qui va permettre de représenter des cours. Pour les cours, on va avoir deux propriétés, le nom du cours et également le numéro de la leçon. Ici, on va créer un objet cours de type cours et on va avoir donc le titre, TypeScript, contrainte générique, et ensuite le numéro de la leçon, 14. Maintenant, on va créer une fonction générique qui va permettre de récupérer la valeur d'une propriété en particulier d'un objet. On va appeler cette fonction extract, et ça va être une fonction générique avec différents paramètres de type. On va d'abord créer la syntaxe de la fonction, et dans ce cas, on va pouvoir rajouter donc nos paramètres de type, donc les génériques. Le premier, on va l'appeler T, et le deuxième, on va l'appeler K, et pour ce deuxième type, eh bien, on va rajouter une contrainte sur ce générique. Donc on va dire que K va étendre les clés du type T.
Ici, au niveau des paramètres de notre fonction, on va passer les données qui vont être de type T, et on va passer également la clé à partir de laquelle on souhaite récupérer la valeur, et la clé, évidemment, va être de type K. Notre fonction générique va retourner une valeur à l'intérieur de notre objet T. La valeur qui va être récupérée va être la valeur associée à la clé K. On va bien récupérer une valeur à l'intérieur du type T qui correspondra à la clé K. On a exactement la même syntaxe que l'on utilise sur les objets pour récupérer la valeur d'une propriété, sauf que ici, on utilise cette syntaxe pour les types. Et donc effectivement, c'est bien ce que l'on va faire ici. On va prendre donc notre objet data, qui est de type T, et on va aller chercher la clé qui a été renseignée en paramètre, qui est bien de type K. Il s'agit bien d'une clé comprise dans les clés du type T. Et donc si on essaye cette fonction, par exemple si on essaye de récupérer la leçon d'un cours, on utilise la fonction extract. Ici, en premier paramètre, on va passer notre objet, et ici, on va passer la clé que l'on souhaite récupérer, à savoir la leçon. Et vous voyez que dès que l'on ouvre les guillemets, TypeScript nous propose bien les différentes clés qui correspondent aux clés du type course. Donc dans ce cas, si on reprend notre fonction générique, le type T a été remplacé par le type course, et le type K, eh bien, correspond aux clés du type course qui a été défini ici. Et donc on retrouve bien title et lesson ici. Exactement de la même manière, si on crée par exemple une variable book title, ici on utilise à nouveau notre fonction extract. En premier paramètre, on va passer book1, et ici, dès que l'on va ouvrir les guillemets, on va récupérer les différentes propriétés de nos objets livres. Donc par rapport à ce type que l'on avait défini juste ici. Alors dans ce cas, on ne retrouve pas la propriété auteur, tout simplement parce que ici, on n'a pas défini notre objet livre 1 comme étant de type book. Donc c'est ce que l'on va faire ici. On va ajouter la notation, et ici on est bien obligé de rajouter cette fameuse propriété auteur, comme ceci. Ici, au niveau de la liste, on a bien toutes les clés qui correspondent aux objets de type book. Voilà un deuxième exemple d'utilisation des contraintes génériques avec notamment une contrainte sur les clés d'un type. Alors notez ici au passage que on peut avoir plusieurs contraintes de générique en même temps. Par exemple, ici on a mis une contrainte sur le type K, mais on pourrait très bien en rajouter une sur le type T. On pourrait faire en sorte que nos objets de type T, eh bien, soient obligés d'avoir par exemple une propriété ID. Ici on pourrait à nouveau écrire ça comme ceci, avec donc un objet qui a une propriété ID de type nombre, ou bien on pourrait utiliser notre interface que l'on a créée plus tôt, asID. La fonction extract reste générique, elle peut prendre des types différents au niveau du type T, mais ce type T a une contrainte qui fait que, eh bien, il doit obligatoirement avoir une propriété ID. Et donc, dans ce cas, la fonction extract ne fonctionne plus avec le type cours et le type livre, puisque dans ces types, il n'y a pas de propriété ID. Alors par contre, elle va fonctionner avec les objets que l'on avait créés précédemment. Si on crée par exemple un objet user de type user,
les objets de type user ont bien une propriété ID. Ils ont également un nom d'utilisateur. Et on pourrait faire la même chose avec les produits. On crée un objet produit de type produit qui a également une propriété ID et également une propriété prix. Ici, on va aller récupérer plutôt le nom d'utilisateur. Dans le deuxième cas, on va aller récupérer le prix. Eh bien, on va utiliser au niveau de l'objet data notre objet user1. Et au niveau de la clé, on va bien récupérer username. Et dans le deuxième cas, on va utiliser le produit. Et on va aller récupérer au niveau de la clé le prix. Et donc dans ce cas, ça fonctionne puisque nos deux types, que ce soit user ou product, respectent la contrainte, à savoir le fait que ces objets ont tous les deux une propriété ID. Si on revient ici tout au début, on a bien le type user et le type product qui ont bien une propriété ID. Tout ça pour dire qu'on peut avoir plusieurs contraintes de générique en même temps. Ici, on a une première contrainte sur le type T qui fait que le type T doit avoir une propriété ID. Et on a une deuxième contrainte ici sur le type K qui fait en sorte que le type K doit être un type littéral et ce type littéral doit se trouver parmi l'union de types littéraux qui représentent les clés du type T. Donc on a bien deux contraintes de générique en même temps. Alors on va pouvoir passer à l'exemple suivant. Alors c'est pas forcément évident de saisir ce genre de syntaxe, surtout au début. Donc le mieux ça va être de repartir sur un deuxième exemple avec un scénario assez similaire. On va reprendre la même logique, on va créer une nouvelle fonction qui va être une fonction générique qui va prendre deux paramètres de type. Un premier paramètre de type T qui va correspondre à un objet et le deuxième paramètre de type qui sera K et qui au final correspondra aux clés du premier paramètre de type T. Donc ici, ce que l'on va commencer par faire, c'est coller des nouveaux objets qui correspondent au type que l'on a créé précédemment, donc deux nouveaux objets livres et deux nouveaux objets courts. Et ici, on va pouvoir créer une nouvelle fonction. Alors on va d'abord créer cette fonction ploc comme on le ferait en JavaScript pour bien saisir l'idée de cette fonction. Et ensuite, on va rajouter les annotations et faire en sorte surtout que cette fonction soit générique. Donc l'idée de la fonction ploc, ça va être de prendre deux paramètres. Le premier va être un tableau d'objets et le deuxième paramètre va être une clé qui sera présente donc dans chaque objet du tableau. Et ensuite, eh bien, ce que l'on va faire, c'est que l'on va retourner un tableau de valeurs et les valeurs vont être donc les valeurs associées à la clé qui a été renseignée en paramètres. Donc on va bien retourner ici un nouveau tableau. On va partir du tableau de départ, donc qui est un tableau d'objets. On va mapper sur ce tableau d'objets. Et pour chaque objet, eh bien, on va aller récupérer la valeur qui est associée à la clé. Donc voilà l'idée de la fonction ploc. Et maintenant, on va rajouter des annotations et faire en sorte que cette fonction soit générique. Donc on va définir un premier paramètre de type que l'on va appeler T et qui va correspondre aux objets qui seront dans notre tableau. Et ensuite, on va avoir un deuxième type, donc un deuxième paramètre de type que l'on va appeler K, et à nouveau, on va avoir une contrainte sur le générique. On va faire en sorte que K étende les clés de T. Et donc, à nouveau ici, K doit être un type littéral qui est inclus dans l'union des types littéraux qui représentent donc les clés
du type T. Donc on va pouvoir maintenant ajouter les annotations au niveau des paramètres de notre fonction. Le tableau, lui, il va évidemment être de type tableau, et à l'intérieur de ce tableau, on aura des éléments de type T. La clé, elle, va être de type K, donc forcément une des clés du type T. Et au niveau du retour de la fonction, eh bien, on va retourner un tableau, et à l'intérieur de ce tableau, il y aura des valeurs de nos objets T qui vont être donc les valeurs associées à la clé K. Donc on va bien retourner un tableau de valeurs de nos objets T associés à la clé K. Alors on va pouvoir tester cette fonction block. Ici on va créer une valeur. On va utiliser notre fonction block. Ici on va bien renseigner un tableau. Et on va passer ici nos objets de type court. Au niveau du deuxième paramètre ici, on va avoir le choix parmi les différentes clés qui sont disponibles dans le type court. Donc on va récupérer par exemple les leçons et on va loguer notre tableau de valeurs. Et on récupère bien donc les différents numéros des leçons. Alors ici, si on passe au-dessus de la variable val, TypeScript sait qu'il va s'agir d'un tableau de nombres, tout simplement parce que ici on a indiqué qu'au niveau du retour, eh bien on va avoir un tableau de valeurs, et comme la clé K a été ici assignée au niveau du type littéral, donc leçon, il sait que pour les leçons, eh bien la valeur va être un nombre. Et donc la valeur ici, qui va correspondre donc à la valeur du type T pour la clé K, en l'occurrence dans ce cas leçon, va bien être un nombre, et donc on va avoir un tableau de nombres. Si on renseigne ici la clé title, TypeScript, dans ce cas, c'est que le tableau de valeurs qui va être retourné va bien être un tableau de chaîne de caractères, puisque pour la clé title, eh bien, les valeurs sont bien des chaînes de caractères. Alors on pourrait faire la même chose avec cette fois-ci les objets livres. Donc on renseigne un tableau de livres, et ici à nouveau au niveau des clés, on a le choix parmi toutes les clés du type livre. On va prendre par exemple les auteurs, et on va loguer le tableau de valeurs. Et ça fonctionne. Voilà un deuxième exemple d'utilisation des contraintes génériques avec les clés. Alors maintenant, on va passer à un dernier exemple. Et pour ce dernier exemple, on va faire quelque chose de plus simple et surtout de plus concret, donc quelque chose qu'on pourrait potentiellement utiliser, par exemple, dans une application. Alors pour ce dernier exemple, on va commencer par créer des nouveaux types qui vont représenter des données associées à différents événements. Donc on va avoir un premier événement, authentification, et au moment de l'authentification, on va passer différents types de données, donc notamment le moment auquel l'utilisateur se connecte, qui va être une date. On va avoir également le nom de l'utilisateur, qui va être une chaîne de caractères, et on pourrait avoir également un token, un identifiant jetable, qui va représenter la connexion. Et ici, pour changer, on va utiliser le type BigInt. Ensuite, on va créer un autre type pour un autre événement que l'on va appeler addItem toCart. Et ici, au niveau des données, eh bien, on va avoir
l'identifiant du produit, le nom du produit et également le prix unitaire du produit. Et enfin, dernier type d'événement, lorsque l'utilisateur a fini d'ajouter tous les items au panier, il va pouvoir passer au paiement. Et ici, au niveau des données, on va avoir l'identifiant de la transaction qui va être un nombre et le prix total de la transaction qui va être également un nombre. On va pouvoir créer une fonction qui va permettre d'envoyer des événements, par exemple, au serveur. Au niveau des paramètres de cette fonction, naturellement ici, en premier paramètre, on va avoir le nom de l'événement et ensuite, eh bien, les données que l'on va vouloir envoyer pour cet événement. Au niveau de l'implémentation, ici, on va juste se contenter de faire un console log et on va loguer le nom de l'événement et les données. Donc l'implémentation, c'est pas forcément ce qui nous intéresse ici. Par contre, ce que l'on va vouloir faire avec TypeScript, eh bien, ça serait de faire en sorte que lorsque l'on va renseigner un événement, donc un nom d'événement en particulier au niveau de l'argument ici, du premier paramètre, eh bien, on va vouloir faire en sorte que on puisse uniquement envoyer les données qui sont associées à cet événement. Alors pour ça, ce que l'on pourrait faire, eh bien, c'est commencer par créer ici un nouveau type, qui va être un type lookup, donc une sorte de map, et on va mapper donc chaque nom d'événement au type de données qui lui est associé. Donc on va appeler ça EventMap. Alors d'ailleurs ici, au lieu d'utiliser un alias, eh bien on pourrait plutôt utiliser une interface pour changer. On avait vu dans la vidéo sur les interfaces et les classes qu'on pouvait également utiliser les interfaces de cette manière, c'est-à-dire simplement pour définir des types. Et donc ici, on va avoir notre map. Donc on va lister nos différents événements et on va associer chaque nom d'événement au type de données de l'événement. On va faire la même chose ici pour add item to cart event. Et ici, on va associer le type de données qui correspond. Et on va faire pareil pour le dernier événement. Et donc ici, on a une interface avec des types imbriqués. Donc on a différentes propriétés dans cette interface qui correspondent au nom des événements. Et chaque propriété, donc chaque nom d'événement est associé à un type avec à chaque fois des propriétés qui ont des types différents. Donc on a bien établi ce lien entre le nom des événements et les types de données associés. Et on va pouvoir utiliser ça dans notre fonction générique ici. Donc on va créer un générique. Ici, on va déclarer un paramètre de type que l'on va appeler k et on va ajouter notre contrainte sur ce générique. Donc on va dire que k étant les clés de EventMap. Et donc ici, au niveau des paramètres, eh bien, le nom de l'événement va être de type k. Et pour le type des données, eh bien, on va aller chercher dans l'EventMap. Et donc, on va avoir le type qui va être associé au type k. Et donc maintenant, si on essaye notre fonction, dès que l'on va ouvrir les guillemets ici, on a bien la liste de tous nos événements. Donc ici, on a tous les noms de tous nos événements. Alors on va prendre par exemple le premier. Et vous voyez que ici, au niveau du deuxième paramètre, eh bien, on est obligé d'avoir des données de type addItem to cart. Et donc ici, on ne va pas pouvoir renseigner d'autres types de données. On a véritablement établi ce lien entre le nom de l'événement et les données associées. Donc ici, on est obligé d'avoir un objet avec une propriété product ID, le nom du produit,
et également le prix. Et donc vous voyez à quel point, eh bien, ces génériques et les contraintes sur les génériques vont permettre d'avoir un typage très strict et ça va nous permettre d'éviter les erreurs lorsque l'on va coder. Donc c'est quelque chose de très puissant, mais aussi de très compliqué à appréhender, surtout au début. Donc c'est vraiment cette vidéo dans le prolongement de la précédente sur les génériques et comme précédemment, eh bien pour vraiment saisir le concept, le mieux c'est de pratiquer et d'écrire par soi-même le plus possible des fonctions, des classes, des interfaces génériques avec des contraintes pour arriver à bien appréhender ce concept. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura servi d'introduction pour les contraintes sur les génériques et n'hésitez pas encore une fois à poser des questions dans les commentaires si jamais il y a des aspects qui vous paraissent pas forcément clairs. On peut en discuter dans les commentaires. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur TypeScript.